Alors, Iman El-Hamzaoui, la France éternelle est une fable, pas un passé, elle est le récit, nanana. On va écouter ce qu'elle a à dire, cette dame. Et ça m'a vraiment énervé ce que j'ai entendu. En même temps, je me suis dit, c'est une bonne analyse que vous pouvez entendre et ce qui confirme un peu mes analyses précédentes sur LFI et leur stratégie. Et juste pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle, à mon avis, la stratégie de LFI, c'est d'être éternel second. Et pour être éternel second, pour être rentier à vie, bah, c'est d'être suffisamment fédérateur pour avoir des votes, et donc garder leur place de député, de maire, de je sais pas quoi, mais suffisamment dégueulasse pour ne pas être premier et avoir les responsabilités de la présidence. Et donc, je voulais vous montrer ça parce que c'est assez explicite d'une certaine haine qui est normalisée dans les pays d'où je viens, des pays musulmans. Nous savons tous que le mot France porte en lui d'esclavagisme, de colonialisme, de racisme et de suprémacisme. Voilà, donc déjà, pour elle, la France, c'est chargé. C'est-à-dire qu'elle est la France, elle sait que c'est raciste, c'est colonialiste, c'est suprémaciste, contrairement à la non-France qui ne l'est pas. C'est-à-dire que voilà, les problèmes de l'histoire de l'humanité, c'est la France. Déjà, il n'y a personne d'autre. Et la France, c'est que ça. Donc, il n'y a pas la France du progrès, la France des droits de l'homme, la France des... Et vraiment, pour vous illustrer ça, en Syrie, les Syriens, ils avaient un amour profond pour la France, à tel point que même les pires salafs de ma famille, ils disaient on va niquer les mécréants, mais quand même, la France, c'est la terre des droits de l'homme. Et ils faisaient, je ne sais pas pourquoi, leur tête, il y avait cette dissonance, cette dichotomie, où ils avaient la haine du mécréant et du dar el-harb, des terres non islamiques de guerre, et un amour profond et totalement décorrélé de leur mentalité de la France et des droits de l'homme. Mais pour elle, ça, c'est pas ça. Voilà, tout ça, il faut le balayer. Elle est en train de parler dans la langue qu'elle déteste, dans le pays qu'elle déteste, aux gens qu'elle déteste, et elle va vous l'expliquer. Et pourquoi je l'ai pris, et ça m'a pris à cœur de vous commenter ça, au-delà du discours qui est nauséabond, vous allez voir, il pue, c'est l'intonation. Vraiment, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais l'intonation qu'elle utilise me fait vomir. Et je ne sais pas comment le dire, c'est travailler pour être dégueulasse. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des filles, des fois, elles arrivent, font comment ça va hein comme ça, là, elles mâchent leur chewing-gum. Et bien, ces filles-là, je peux faire avec, tu vois. Si je fréquente une fille comme ça pendant 1 heure ou si je fais un débat avec elle pendant 1 heure, ça va. Et bien, elle, 3 secondes, j'ai les oreilles qui saignent. Alors voilà, ça, c'est sur la forme. C'est tout ce que j'ai à dire sur la forme. Maintenant, on va parler du fond. Sur la Nouvelle-France. Alors, la Nouvelle-France, il suffit simplement d'évoquer le sujet pour que le débat s'emballe, pour que les critiques fusent et que les verdicts tombent. Non, et vraiment, sa voix, elle m'énerve. Pourquoi c'est important aussi ce point? C'est parce que j'ai entendu Mélenchon dans une interview dire que le concept de Loup Nouvelle-France, c'est un concept que j'ai travaillé avec des arguments, avec des éléments. Et la question que je me pose, c'est que vraiment, je prends Mélenchon au premier degré. C'est un concept intellectuel qu'il a travaillé, qui a des raisons rationnelles d'être et qui a un marketing autour. Voilà, je peux le prendre au premier degré, ça. Et bien, même en prenant ça au premier degré, je ne comprends pas comment ça rend service à Mélenchon et à son concept de laisser quelqu'un se l'approprier comme elle le fait et de le dégueulasser, c'est-à-dire autant qu'elle va le faire. Vous allez écouter. Je pense qu'il est plus opportun de répondre à la question « Qu'est-ce que la Nouvelle-France ?» en vous disant tout d'abord ce qu'elle n'est pas. Non mais putain, ces gens-là, ils m'énervent. Ils ne peuvent pas faire une définition claire déjà de ce qu'ils disent là. C'est quoi ta Nouvelle-France? C'est quoi? Je dis que la Nouvelle-France n'est pas un roman national en miroir de la France éternelle. Cette dernière est une fable, pas un passé. Elle est le récit d'une communauté imaginaire définie par le sang qui n'a jamais existé. Putain, je comprends rien. Elle est le récit d'une communauté imaginaire définie par le sang. Donc, et c'est une communauté imaginaire, mais qui n'a pas existé, mais qui a quand même existé parce qu'elle baigne dans le sang. C'est-à-dire que la France éternelle, je ne sais même pas c'est quoi la France éternelle, s'est bâtie sur des massacres et des massacres ailleurs. Contrairement, par exemple, à l'Algérie éternelle, qui n'est pas bâtie sur le massacre, le viol et l'esclavage des Kabyles. Contrairement au Maroc éternel, qui ne s'est pas bâti sur le massacre, le viol et l'esclavage des Berbères. Contrairement à la terre éternelle, quoi, à l'Espagne éternelle, qui ne s'est pas bâtie sur le viol, le massacre et l'esclavage des Espagnols. Tout ça par les musulmans. Hein. Mais je ne comprends même pas ce à quoi elle répond. Je veux dire, il y a un truc que je reconnais en France et que j'apprécie, premier degré, c'est le fait qu'elle est, peut-être parfois un peu trop, coupable et se sent coupable de son histoire
Et par conséquent, elle enseigne les erreurs de son histoire aux enfants à l'école pour pas qu'elles soient reproduites. Et il y a un bon effet à ça, c'est que les gens sont dégoûtés des erreurs de l'histoire de la France. C'est très bien, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, contrairement, par exemple, à, je sais pas, à l'Algérie, qui n'enseigne pas son histoire criminelle et son histoire mafieuse. Et exemple concret, les Algériens aujourd'hui ont vécu à décennies noires, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts. Il y a eu 250 000 morts et les Algériens d'aujourd'hui l'ont tous vécu, c'est-à-dire ils l'ont vu de leurs yeux, les cadavres. Et bien ça ne fait pas partie de l'histoire d'Algérie, ça n'existe pas. Si tu parles de la décennie noire, c'est-à-dire si tu dis il y a 20 ans, j'ai vu mon oncle se faire couper la tête dans la rue par un autre musulman, et ben tu vas en prison. Tu vas en prison. Et donc, effectivement, si on part du principe que la France est le seul pays qui connaît son histoire et qui la regrette, eh ben la France est le seul pays qui s'est bâti sur le sang, effectivement. Parce qu'il n'y a jamais eu d'esclavage dans les pays arabes, parce qu'il n'y a jamais eu de meurtre, d'assassinat, de conquête, d'enlèvement dans les pays arabes. Donc, les pays arabes et les pays d'Afrique du Nord, les pays berbères, les pays asiatiques, tout ce que vous voulez. Mais ce qui m'épate le plus, c'est ce discours quand même qui suinte la haine de la France. Que cette France soit fantasmée ou pas, hein, parce qu'elle, elle parle d'une France éternelle fantasmée, ça je veux bien l'entendre, mais à ce point la haine, et donc il va falloir remplacer la France par une nouvelle France. Et c'est là-dessus qu'en un sens, je peux, et je le dis sincèrement, je peux entendre Mélenchon. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque nouveau peuple est un nouveau, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Et la France d'avant est toujours améliorable, et tout est améliorable, hein, on peut améliorer. D'ailleurs, il faudrait aussi, je pense qu'elle va le dire, hein, parce qu'elle est très honnête intellectuellement, une nouvelle Algérie, une nouvelle Syrie, une nouvelle Tunisie, une nouvelle Égypte, une nouvelle Arabie Saoudite, tout ça, il le faut. Et j'imagine qu'elle va le mentionner, il reste 1 minute 20, c'est sûr qu'elle l'a mentionné. Mais bon, on va voir ce que c'est sa nouvelle France. Tandis que la nouvelle France part des réalités concrètes actuelles. Ah. Plus encore. Voilà, c'est ça le problème. C'est que la nouvelle France, qu'elle théorise, hein, part des réalités concrètes actuelles, alors que la France actuelle part de rien. Elle n'existe pas. Voilà. La France actuelle n'existe pas. Elle n'a pas de réalité concrète. Elle ne gère pas des réalités concrètes, des réalités logistiques. C'est-à-dire que jeter absolument toute la France à la poubelle sans la moindre forme de reconnaissance ou d'appréciation, à quel point on peut laisser les gens t'insulter comme ça? Et vraiment, je suis dégoûté d'entendre un discours comme ça. Je suis dégoûté. Mais je suis encore plus dégoûté parce que, vous savez, même dans toute ma détestation de Mélenchon et de sa stratégie cynique, j'ai quand même un petit respect qu'il ait une stratégie, tu vois. Mais là, clairement, il n'a pas de stratégie. C'est juste gratuit, quoi. C'est juste, ça le fait bander. Ça les fait bander, ces gens, d'insulter tout le monde. Je vois plus, tu vois. C'est décevant. Vraiment, un discours comme ça, très décevant. Encore la France éternelle et projection dans un passé fantasmé. La nouvelle France est projection. Vraiment, je suis premier degré, mais j'ai jamais de ma vie entendu quelqu'un utiliser le terme France éternelle à part ces gens-là. Genre, ils font un homme de paille, tu sais, ils inventent un délire, un fantasme de quelqu'un, et ensuite ils y répondent. Projection dans un avenir possible. Je dirais que l'extrême droite lutte contre le nouveau pour conserver le chancelant. Alors, de deux choses l'une. Ça, c'est vraiment important et c'est pour ça que je répète tout le temps. Contrairement à vous, et là j'insiste, et c'est pas une fierté, je sais ce que c'est l'extrême droite. Vraiment. Je vous le dis, premier degré, il n'y a pas, ou quasiment pas, d'extrême droite en France. Il n'y en a pas. Et c'est parce que vous n'avez pas la notion. C'est normal. C'est normal de pas avoir la notion. Vous ne l'avez pas vécu. Vous avez la notion théorique, on vous l'a expliqué à l'école. Mais l'extrême droite, vous ne l'avez jamais vécu. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un jour, vous n'avez rien fait, on vient à votre porte, on vous enlève devant votre famille, on vous emmène quelque part où personne ne sait où, on vous torture pendant 3 semaines et on vous ramène chez vous. Vous n'avez pas cette notion. Vraiment, disparaître dans une camionnette, dans la rue, parce que la fille du Premier ministre ou du chef de l'armée de l'air n'a pas aimé comment tu l'as regardé la veille, vous n'avez même pas cette notion. Vous ne comprenez pas ce que c'est, par exemple, que vous habitez en Bretagne, votre famille, elle est, je ne sais pas, en Corse, et d'un coup, vous avez peur d'aller en Corse parce que vous avez dit « j'aime pas Ajaccio » et quelqu'un l'a entendu. C'est ça qu'ils ressentent, les Marocains et les Algériens. Ils savent que s'ils disent un mot sur les réseaux, ils sont bannis à vie et que s'ils mettent un pied dans le pays, ce n'est pas un procès ou la prison ou une amende. C'est la torture et la mort. Vraiment, c'est la torture et la mort. Et s'ils n'arrivent pas à t'attraper,
ils vont faire payer ta famille d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire des pollutions collectives. Et ça, je ne vous parle pas d'il y a 50 ans. Je vous parle en 2026, aujourd'hui. Vous avez vu l'exemple avec Chana. Chana, même, elle n'arrivait pas à dire quoi que ce soit sur le roi du Maroc. Évidemment, elle veut aller en vacances au Maroc voir sa famille. Il y a plein d'Algériens, ils n'osent pas. Ils n'osent pas dire que l'Algérie, c'est un régime fasciste d'extrême droite. Ils n'hésitent pas, par contre. Ils n'hésitent pas à dire que Jack Le Fou est d'extrême droite, qu'Ali Baba est d'extrême droite, que la France elle est gangrénée par l'extrême droite, qu'il faut faire rempart et barrage de l'extrême droite. Par contre, trouve-moi un Algérien qui vient dire la décennie noire, c'est l'extrême droite, le gouvernement algérien actuel, Tebboune, c'est l'extrême droite, l'armée qui gère l'Algérie comme une mafia, c'est l'extrême droite. Vous n'en trouverez pas un, à part peut-être Jack Le Fou. Et de la même manière, moi. C'est-à-dire, les Syriens, ils ne parlent pas de la Syrie. Il n'y a que moi qui parle de la Syrie, parce que j'ai accepté ce sacrifice de ne plus y aller. Et cette extrême droite, vraiment, c'est une extrême droite qui ressemble à la Corée du Nord. Et en comparaison, vraiment, c'est-à-dire que en 20, 30 ans que j'ai vécu en France, j'ai jamais de ma vie entendu ou vu ou expérimenté quoi que ce soit en France, de n'importe quel parti ou de n'importe quelle personnalité en France, politique ou publique, qui s'apparente de près ou de loin au moins pire de ce que j'ai vu dans les pays arabes et les théocraties. Vraiment, de près ou de loin. Et ces gens-là, ils le savent. C'est-à-dire, elle, si vraiment elle est algérienne et qu'elle a connu l'Algérie ou qu'elle a parlé de l'Algérie à ses parents, elle le sait. Mais c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Genre, ils ne peuvent pas taper sur ce qui les écrase, vraiment. Et donc, ils s'inventent un adversaire fictif. Nous sommes là pour faire barrage à l'extrême droite. Comme il n'y a pas d'extrême droite, non, il faut qu'on mette extrême droite sur quelqu'un. Et encore une fois, là, je ne suis pas en train de vous encenser le RN, hein, parce que tout le monde va. Je sais que c'est le raccourci dans votre tête. Ali Babal, à la fin, c'est une stratégie bien pensée pour qu'on vote RN. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je trouve. Et c'est pas pour ménager la chèvre le chou. Moi, je les trouve personnellement pas très compétents, le RN. Mais comme ils n'en trouvent pas, et que s'ils n'en trouvent pas, ils passent pour des cons parce qu'ils se battent contre des moulins à vent, eh ben, ils le mettent sur quelqu'un. Et donc, ils vont mettre à fond le doigt dessus. RN extrême droite. Ça se trouve, l'RN, c'est un parti d'extrême droite light par rapport aux théocraties musulmanes. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il ne le justifie pas. Il ne l'explique pas. Et dans tous les extraits de discours, et ça se trouve, c'est juste parce que j'entends des extraits, mais je ne suis pas dupe. À aucun moment, ils vont dire ils font ça, c'est un comportement d'extrême droite. Ils proposent ça, c'est une mesure d'extrême droite. C'est une mesure d'extrême droite parce que. Et vraiment, moi, je suis prêt à l'entendre à 1000%. Sur n'importe qui, sur n'importe qui. C'est-à-dire, tu peux venir et me dire, Zemmour, il propose ça, c'est une mesure d'extrême droite, c'est une mesure d'extrême droite parce que c'est ça, et que faire ça, ça atteint aux libertés, à la dignité, aux droits des individus. Et moi, je te dis, bah, tu as raison. Mais ils ne font pas ça. Ils font que jeter pour que ça devienne une évidence, pour qu'ils n'aient pas à expliquer quoi que ce soit. Et cette haine, elle transparaît à la fois dans le ton de sa voix et dans les propos qu'elle utilise, et dans l'absence totale d'amour et de reconnaissance. C'est-à-dire que cette personne n'espère pas fédérer en créant un attachement, un amour pour le pays et son avenir et ses institutions, pour qu'elle s'améliore dans le bien commun. Elle fédère la haine, le rejet et le dégoût. Elle fédère la déception. Et ça, c'est une stratégie de, après moi, le déluge. Parce que LFI savent totalement que c'est destructeur comme stratégie. Simplement, ils pensent qu'ils sont plus malins que le reste. Et ça, c'est vraiment très humain. Là, je suis persuadé qu'ils le pensent. Comme on est plus malin que les autres, une fois qu'on a le pouvoir, on ne va pas perdre le contrôle. Et donc, on peut faire n'importe quoi. Tant qu'on a le pouvoir, une fois qu'on a le pouvoir, on va remettre les choses dans l'ordre et ça va bien se passer. Mais ils ne comprennent pas que la réalité, c'est jamais quelque chose que tu contrôles. La Nouvelle-France est l'expression du nouveau pour briser les résistances qu'il rencontre dans son développement. Pour les plus habiles, la Nouvelle-France serait un concept identitaire et essentialisant. Ils oublient qu'en décrétant que la Nouvelle-France était un déni de la France, ils définissent du même geste la France comme une identité transhistorique, une culture immuable. Ah, putain, je comprends rien à ce qu'elle dit. Attendez, je vais réécouter la phrase. En développement. Pour les plus habiles, la Nouvelle-France serait un du nouveau pour briser les contre le nouveau pour conserver le chancelant. La Nouvelle-France est projection dans un avenir possible. Je dirais que l'extrême droite lutte contre le nouveau pour conserver le chancelant. La Nouvelle-France est l'expression du nouveau pour briser les résistances qu'il rencontre dans.
Alors ça, c'est un peu fragile. Mais honnêtement, c'est-à-dire, pris tout seul, je l'entends tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, vouloir l'immobilisme et le rejet du progrès, c'est un move d'extrême droite. Et vous comprenez tout à fait pourquoi je vous dis que ça fait 1400 ans que l'islam est d'extrême droite. Vraiment, dans le fantasme musulman, les musulmans se voient vivre sous une tente, chier dans le désert et se torcher avec 3 cailloux. Je vous le dis littéralement, hein, c'est ce que j'ai vu en Syrie, en Jordanie, en Arabie Saoudite. C'est littéralement la meilleure manière de vivre. C'est-à-dire que ce n'est même pas une opposition au progrès, c'est une recherche de la régression. Vous voyez un peu comme vous dites non, mais pourquoi l'argent, la télé, les gens, quand je peux avoir une cabane dans les bois avec mon chien. Et là, tu as ta cabane dans les bois avec ton chien, tu te rends compte qu'il faut de l'électricité, tu te rends compte qu'il faut de l'eau, tu te rends compte que si ta femme est enceinte, il va falloir un hôpital. Et voilà, tu rejettes le progrès, mais pour les autres. Toi, voilà, tu as l'avantage d'être un sage spirituel reclus, mais quand même, il te faut la télé parce qu'on commence à se faire chier au bout d'une semaine à rien faire dans la forêt et à chier dans les arbres. Et donc, le rejet du progrès, ça, c'est d'extrême droite. Évidemment, je suis à 100% pour. Sauf que qui rejette le progrès? Bah, majoritairement, prioritairement, les cultes, les sectes. Et dans son cas, ce qui la concerne, la secte que les filles défendent beaucoup, l'islam rejette le progrès. Le judaïsme et la chrétienté aussi rejettent énormément le progrès. À savoir que la chrétienté, ils ont tellement perdu, grâce à l'athéisme, grâce à la laïcité en France, ils ont perdu. Ils ont dit, on veut du pouvoir dans l'État. On leur a fait, non, allez manger de la merde. C'est bon, bah, on veut avoir notre mot à dire sur ça. Non, allez manger de la merde. Bon, bah, on aimerait bien ça. Non, allez manger de la merde. Et du coup, ils arrivent, bon, bah, écoutez, on prend rien, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à nous que la France et ses racines chrétiennes se sont bâties. Hein. Et on dit, allez manger de la merde, mais bon, ça, vous le dites à ce que vous voulez, personne n'est dupe. Et bon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dupes, que cette secte qui a tout parasité, qui a tout volé, qui a détruit, qui a ralenti le progrès de l'humanité. C'est-à-dire que sans cette secte, la France serait sur Mars aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est comme même le Moyen-Orient, hein, les Arabes, ils seraient sur Mars s'il n'y avait pas l'islam. Et bien ça, elle n'arrive pas à le nommer. Parce que ce qui est important, c'est d'accuser l'opposition de ce dont on est coupable. Donc elle est remplie de haine, remplie de racisme, cette personne remplie de rejet, c'est ce que je ressens et que je comprends à travers les mots qu'elle utilise, mais elle en accuse autrui. Elle en accuse autrui. Pour pas qu'on voit que c'est elle qui est comme ça. Son développement. Pour les plus habiles, la Nouvelle-France serait un concept identitaire et essentialisant. Les plus habiles. C'est-à-dire, si tu comprends pas, t'es débile. Vas-y. Merci pour ce mépris. Tiens, je vais mettre ma kippa de pas habile, déjà, de mal habile. Donc, pour les plus habiles, la Nouvelle-France sera un concept identitaire et essentialisant. Ok, il faut qu'elle développe. Ils oublient qu'en décrétant que la Nouvelle-France était un déni de la France, ils définissent du même geste la France comme une identité transhistorique, une culture immuable. En somme, ils l'essentialisent. Quoi? Non, en vrai, la phrase, elle n'a aucun sens. La Nouvelle-France est identitaire, sauf qu'en définissant la Nouvelle-France en opposition à la France actuelle, ils admettent, donc ils confessent que la France actuelle est transhistorique et culturelle et immuable. Je ne sais pas pourquoi elle mélange tout là. La France actuelle, qu'on le veuille ou pas, je ne sais même pas ce que c'est dire transhistorique. C'est de la transhistoriphobie là ou dire quoi transhistorique? C'est-à-dire qu'elle a plusieurs histoires. C'est quoi la différence avec monohistorique ou hétérohistorique? Vas-y, utilise trop de concepts. Alors, transhistorique. On va aller sur Google. Transhistorique. Un concept transhistorique est une idée ou une chose qui traverse les époques. Il existe au-delà du temps et ne change pas avec l'histoire. C'est comme une vérité universelle. Donc la France est une vérité universelle. Qui a dit que la France est une vérité universelle? Vas-y, je comprends rien. La France d'aujourd'hui, elle s'est battue, et avec fierté, et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, et c'est ce qu'on constate à l'école, sur l'amélioration constante, l'apprentissage des erreurs du passé, la recherche de l'intérêt du bien commun et des décisions concertées communément pour faire changer les choses pour le mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des assemblées, qu'on a des votes, qu'on a des débats citoyens, qu'on a des assos, qu'on a... Vas-y, je comprends rien quand même. Car une culture qui ne change pas est une culture morte. Pour les plus grossiers... Ah bah ça, pour le coup, encore une fois, je le répète, je suis d'accord. Une culture qui ne change pas, c'est-à-dire une culture morte, c'est la culture musulmane. Vraiment, les deux cultures mortes, les plus mortes possibles selon sa définition, c'est la culture juive en premier, la culture musulmane en second.
Encore que la culture musulmane est en train de passer avant, parce que les juifs, de temps en temps, ils font un petit ijtihad, un petit effort pour adapter leur superstition à la modernité. Voilà. Mais vraiment, c'est les deux cultures les plus mortes de l'univers, c'est l'islam. Hein. Et la Nouvelle-France sonne comme le glas de la France, ou plus précisément de leur France. Non, mais des textes comme ça où elle met glas, mais personne dit glas de nos jours. Mais en plus, elle parle à quelqu'un, on sent qu'elle parle à quelqu'un, elle dit de la Nouvelle-France, de leur France. Genre, il y a leur France, c'est les ennemis. Et il y a notre France, mais on n'a toujours pas compris c'est quoi. Celle dont ils jouissent exclusivement. Et c'est ça qui est très très important, c'est ce que je vous disais au début, c'est elle ne définit pas quelque chose, elle ne fédère pas autour d'une valeur ou d'un combat ou d'une vision ou d'un idéal. Elle fédère autour du rejet d'autrui. Elle fédère autour du rejet d'un fantôme qu'elle ne nomme jamais. Eux, ils. Extrême droite. Qui est leur seul titre de gloire, et où les droits se mesurent à la profondeur des racines familiales dans le sol hexagonal. Ceux-là ont raison d'avoir peur et on leur... Non, mais en plus, c'est tellement pas naturel son discours. Mais en plus, elle dit, voilà, elle parle de quelqu'un, elle dit, ceux-là ont raison d'avoir peur. Mais enfin, elle est fière. Je comprends pas, elle est fière d'intimider des gens. Leur reconnaît une certaine lucidité et clairvoyance. Leurs cris sont les soupirs de ceux qui voient leur hégémonie flétrir. Je bite que dalle à ce qu'elle dit. Elle est contente que quelqu'un perde son hégémonie et qu'il crie et qu'elle soupire parce qu'il est lucide. Qu'elle est en train de tout niquer, cette meuf, qu'elle veut tout brûler? Je comprends rien. Nous devons faire voler en éclats l'illusion de la fatalité et dévoiler la conflictualité de la société. Camoulette. Par l'instauration d'un clivage horizontal entre eux et nous. Mais je comprends rien, vas-y. Oh là là. Non mais c'est moi, je dois pas être délucide. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui avait commenté, ils ne peuvent se réjouir, donc ils, j'imagine, c'est Iman El-Hamzaoui, que s'ils ont le sentiment de prendre une revanche sur un adversaire fantasmé qu'ils imaginent souffrir. Voilà, donc elle se réjouit d'imaginer souffrir quelqu'un. Ces gens sont toxiques et dangereux. Et du coup, sur la même lancée, je voulais vous montrer l'analyse de Maudin Malin à ce sujet, qui est une très très bonne analyse, que j'ai vraiment appréciée, vraiment à 98%, je suis d'accord sur tout. Il y a 2-3 trucs que je voudrais corriger. Mais il est vraiment très lucide, ce garçon. D'ailleurs, ça me surprend que sa lucidité ne lui ait pas permis de voir que c'était moi le gourou de Jack et non pas Jack le gourou de moi. Voilà, donc il a fait une erreur sémantique. Il a dit Ali Baba, le grand inquisiteur de Jack le gourou, alors que non, tout le monde sait que c'est moi le maître de la secte et qu'à la fin, je tire les ficelles et que je tiens les comptes. Mais bon, ça, on le pardonne, hein, il ne peut pas être lucide surtout. De chez LFI qui ont atteint un stade où ils ne se sentent plus obligés de dissimuler leurs intentions réelles et leur haine viscérale envers la France et les Français. C'est donc un discours totalement sans filtre d'une certaine El Hamzaoui qui n'en est pas à son coup d'essai. Nous savons tous que le mot France porte en lui d'esclavagisme, de colonialisme, de racisme et de suprémacisme. Bon, alors vous l'avez compris, ce discours, ça va être un discours de haine, un pur discours de haine envers la France et les Français. La France... Voilà, donc il a le même sentiment que moi, c'est vraiment une haine que je comprends pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est même pas une haine, je dirais, légitime, tu vois. Ou légitimée. C'est pas qu'elle soit légitime, mais au moins qu'elle soit légitimée. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une haine gratuite, jouissive, méchante et fière. Elle est fière de pouvoir haïr les gens chez eux. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai l'impression. C'est ah. C'est 1500 ans d'histoire, quand même. Donc choisir de résumer l'histoire de la France au colonialisme, à l'esclavagisme et au racisme, c'est déjà extrêmement réducteur. D'ailleurs, soit dit comme ça en passant, ces trois mots, colonialisme, esclavagisme et suprémacisme, on pourrait tout aussi bien les utiliser pour décrire l'islam. Parce que c'est assez effarant quand même qu'il faille encore le rappeler aujourd'hui, mais le colonialisme, le racisme, l'esclavagisme, etc., ce n'est pas propre à l'Occident, au monde blanc. Ce sont des phénomènes parfaitement universels. Mais d'ailleurs, il faut savoir que cette nana, El Hamzaoui, elle continue encore aujourd'hui de se faire... Un point évident, hein, quand on a la même conclusion, c'est ce qu'elle dénonce, finalement, c'est l'islam. Hein. Et j'irai même plus loin, hein, ce qu'elle dénonce, c'est l'Algérie de 2026, c'est l'Arabie Saoudite 2026, c'est le Maroc de 2026, c'est la Mauritanie de 2026, c'est la Malaisie de 2026, c'est l'Égypte de 2026, c'est le Sénégal de 2026, c'est le Tchad de 2026, c'est le Soudan de 2026. Vraiment, n'importe quel pays musulman, majorité musulmane, c'est ce qu'elle dénonce. Sauf que elle n'a pas les couilles de le dénoncer, donc elle va dénoncer les gens qui vont pas trop lui taper dessus.
faire appeler antiraciste. Alors que bon, vous savez que c'est pas la première fois qu'on en parle sur cette chaîne, c'est en fait la 3e fois, et à chaque fois, ces discours ont été des purs discours de haine, des purs discours racistes. Parce que déshumaniser comme ça, mettre hors humanité un groupe selon sa couleur de peau, son origine, ou que sais-je, c'est du racisme. Et presque à chaque fois qu'elle s'exprime en public, c'est pour balancer ce genre de purs discours de haine raciste. Et d'ailleurs, c'est ça qui me choque, c'est que, tu sais, la première fois qu'elle fait ça, je veux bien. Mais c'est-à-dire que les gars de LFI, ils ont dit, c'était bien, on va te refaire venir. Et je veux dire, vraiment, oublions le fond du discours. Elle a pas de charisme à mon goût, c'est mon goût personnel. L'élocution est médiocre. Ça se voit qu'elle lit un texte, pas qu'elle fait un discours passionné. Vraiment, même ça, je ne vois pas un discours passionné. Ça se voit qu'elle lit un texte dont le vocabulaire n'a pas été testé à l'oral. Genre, il n'y a rien sur la forme qui est séduisant et le fond est dégueulasse. Et pourtant, il y a des gens, ils se disent, ouais, ça rentre dans notre direction artistique, ouais. Ça c'est bon, ça, on va refaire. Au-delà d'être complètement vomitif et pitoyable, les mots qu'elle utilise, je veux dire, il y a quelqu'un quand même, il y a un chargé de com ou une équipe de com qui s'est dit ça, on en veut ça. Et ça, on va filmer, on va diffuser ça c'est sûr que ça va marcher, ça. Et c'est absolument incroyable que ça puisse encore passer. Oui, parce que juste comme ça, pour rappel, il y a environ 8 mois, elle avait fait un discours à Clichy-sous-Bois. Et c'était déjà un discours extrêmement haineux, raciste et vindicatif. Un discours qu'on avait d'ailleurs analysé sur cette chaîne et qui a évidemment fait scandale. Et quelques mois plus tard, elle est allée prendre la parole pour aller chialer parce que des gens avaient critiqué son discours. Mais le niveau d'indignité de cette personne, c'est absolument incroyable. Moi, vous le savez, je ne suis pas pour les interdictions de discours d'aucune sorte. Je trouve même que c'est une aubaine, que c'est extrêmement précieux qu'on puisse avoir accès comme ça à la psyché, à l'inconscient, à tout le non-dit de l'AFI, à travers ces gens qui s'expriment sans aucun filtre, qui expriment leur haine sans aucun filtre. Je trouve ça formidable parce que c'est ce qui va nous faire gagner. Donc je suis vraiment pas pour l'interdiction de ce type de discours, bien au contraire. J'en veux. Alors pour le coup, moi je suis d'accord, c'est-à-dire que je fais la même chose. Quand je débat avec des musulmans, l'objectif c'est de montrer au monde entier ce qu'ils se disent entre eux mais qu'ils ne disent pas aux autres. Et quand ils sont confrontés à quelqu'un qui a un discours opposé et qui sait ce qu'il cache, bah, ils sont obligés d'admettre ce qu'il cache et du coup, ça se voit. Et là, ils ont ce qu'ils n'ont pas dans les pays musulmans, c'est la honte de dire ce qu'ils disent. Par exemple, dans un pays musulman, tu vas dire « Ouais, il faut buter les juifs ». Tu vas le dire en public devant 40 personnes, il ne va rien se passer. Tu vas dire « Ouais, j'ai battu ma femme hier, il ne va rien se passer ». Non, en France, tu as honte et c'est bien. Il faut que les gens aient publiquement et socialement honte. Et ça commence à se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul imam sur les réseaux qui dit une connerie sans que tout le monde se foute de sa gueule. Hein. Et ils n'arrêtent pas de dire maintenant, ouais, je mute les commentaires islamophobes et tout. Non, c'est important. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher parce que c'est une honte de tenir ce genre de discours. Le plus possible. Mais enfin, je m'étonne, vu comment les choses fonctionnent aujourd'hui, qu'elle puisse continuer à déblatérer, à balancer sa haine de la France et des Français comme ça, sans jamais en subir aucune conséquence. Parce que je vous garantis qu'un représentant du RN, ou même n'importe quel blanc-bec en fait, qui tiendrait un discours comme ça sur les Noirs, les Arabes ou bien sur l'islam, mais c'est le tribunal direct. Donc comment ça se fait que ces discours de haine envers la France et les Français puissent encore être tenus aujourd'hui? Sur la Nouvelle-France. Voilà, donc le sujet c'est ça, c'est cette nouvelle obsession, ce nouveau... Et ça c'est très important ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu vas en Algérie, tu dis la nouvelle Algérie, mec, t'as plus tes ongles, t'as plus tes yeux, mais je parle pas de, tu te fais pas lyncher, hein. Tu te fais torturer dans les sous-sols du régime par l'armée elle-même, hein, sans aucune autre forme de procès. Concept la Nouvelle-France qui est vraiment parfaitement assumé. C'est le nouvel élément de langage de la gauche pour nommer ce que les gens de droite ont longtemps appelé le grand On est donc passé en quelques années à peine à cette théorie du remplacement de la population, mais aussi du remplacement culturel n'existe pas. C'est une théorie complotiste d'extrême droite. Ah, non seulement ça existe, mais c'est une très bonne chose et maintenant on va vous théoriser pourquoi c'est bien et comment on va faire. Alors, la Nouvelle-France, il suffit simplement d'évoquer. Mais j'avoue, cette théorie de la Nouvelle-France, c'est vrai que ça me fait marrer parce que je regardais un truc sur Epstein là tout à l'heure où ils expliquaient que Epstein, c'était un trafiquant, c'était un mafieux, trafiquant d'enfants, trafiquant sexuel. Il avait ses lieux de pêche à Londres, à Paris, en Bretagne, partout. Et il disait que sa mafia avait fait fuiter quelques données sur lui dans les milieux complotistes pour que les complotistes parlent de Epstein et que du coup, l'opinion publique se dise non, mais c'est un complot vu que c'est les complotistes qui en parlent. Alors qu'en fait, c'était ultra documenté. Il y a eu plein d'interviews, il y a plein de gens qui ont fait des interviews sur le sujet à Cannes, à Lyon, etc. Le mec, c'était vraiment une mafia de trafic sexuel, de trafic d'êtres humains et de chantage à la sextape. Et du coup, on s'est dit, ouais, ça va pas. Et bien là, j'ai l'impression d'avoir la même sensation. C'est que je me dis, mais attends, la Nouvelle-France, c'est pas exactement le grand remplacement.
Ah, mais en fait, c'est ça, ouais. Non, c'est pas le grand remplacement où on échange des gens par des autres. C'est la nouvelle France où on échange les anciens Français par les nouveaux Français. Et je me dis, attends. Merde, je deviens zémoriste. Le sujet pour que le débat s'emballe, pour que les critiques fusent et que les verdicts tombent. Oui, d'accord, mais enfin, est-ce que c'est si étonnant? Parce que précisément, à chaque fois que ce sujet de la Nouvelle-France est mis sur la table par l'extrême gauche, c'est pour l'accompagner de purs discours de haine. Je le répète et je le répéterai jamais assez. Ce sont des discours de haine. Donc évidemment que ça provoque souvent des réactions un peu vives. Ce discours sur la Nouvelle-France, c'est un discours de conquête. C'est un discours qui a pour effet de justifier non seulement un sentiment de haine, mais aussi les pires exactions. Et ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est-à-dire que je vais essayer de vous le faire, par exemple. Si je devais vous faire un discours sur la Nouvelle-France, je commencerai par chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Je dirais des choses comme la Nouvelle-France aspire à plus de liberté, plus de droits, plus de dignité. La Nouvelle-France sera plus éduquée que l'ancienne France et c'est l'ordre naturel des choses et ce à quoi nous aspirons. La Nouvelle-France sera plus diversifiée et hétéroclite, mais également intégrée et c'est ce que nous aimons. C'est dans une diversité respectueuse que nous trouvons notre force. Égalité, fraternité, liberté. Je partirai sur ces points. Voilà comment la Nouvelle-France va réinterpréter ses valeurs ancestrales, tout en gardant ses socles. Tu vois, il y a plein de manières de le dire de manière positive, en fait. La Nouvelle-France va également absorber, assimiler les repus. Tu peux même peut-être avoir un discours catho, tu vois, genre les réticents seront partis de la Nouvelle-France, sont bienvenus dans la Nouvelle-France. Nos valeurs sont leurs valeurs, notre pays est leur pays. Tu vois, il y a mille manières de le dire de manière fédérative, rassembleuse, aimante. Mais ça ne marche pas parce qu'il s'adresse à une population qui a passé toute sa vie, et je parle de la population arabe musulmane, dans un rejet sacrifié, sanctifié, sacralisé de l'autre. Et donc, ils ne peuvent pas fédérer autour d'un bien commun ou d'une vision commune et diversifiée. Parce qu'il s'adresse à des gens qui viennent de dictatures sanglantes où il n'y a aucune diversité, aucune tolérance de la diversité et la diversité est criminalisée. Essayez d'être gay au Maroc. Essayez d'être trans en Égypte. Vraiment. Tu vois, essayez d'être, je sais pas, féministe, même féministe hein, en Algérie. Juste féministe. C'est-à-dire, les femmes ont des droits. Les petites filles ne doivent pas être mariées sous aucune exception. Et bien ça, c'est des crimes dans ces pays. Donc comment tu veux fédérer autour d'un projet commun quand les gens viennent d'un pays où la culture et la mentalité, c'est le rejet d'autrui. Et c'est un rejet d'autrui qui est glorifié. C'est-à-dire, oh, tu as rejeté autrui, c'est bien, bravo. Donc c'est pour ça qu'elle construit autour de la haine. Et finalement, le constat que je fais, que Modin il fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la vidéo, parce qu'en voyant la première vidéo de 2 minutes, c'est ce que je pensais, et lui, il l'a formulé. C'est que ces gens ont carte blanche de la haine, en fait. Il faut vraiment avoir en tête que quand un jeune de banlieue, comme on dit très pudiquement, commet des dégradations, des délits, voire des crimes, il a toujours en tête ce fond un petit peu politique, de revanche coloniale, de vengeance historique, etc., etc. Et de la part de politiques, chercher à ce point-là à mettre de l'huile sur le feu, c'est absolument criminel. On a vraiment l'impression qu'ils font tout pour que ça pète. Parce qu'aujourd'hui, la tension en France, elle est vraiment plus palpable que jamais. Et balancer des discours pareils dans un tel contexte, c'est tout simplement irresponsable. Et à côté de ça, on a encore des associations, des militants, même des politiques, qui encouragent l'immigration massive. Donc une immigration très fortement africaine, et tout en continuant à propager ce discours de vengeance postcoloniale. C'est totalement irresponsable. Je pense qu'il est plus opportun de répondre à la question « Qu'est-ce que la Nouvelle-France ?» en vous disant tout d'abord ce qu'elle n'est pas. Et ça, moi, ça me choque quand même, cette histoire d'immigration massive, parce que ça, je pense, c'est un fantasme. Mais ça se trouve, je me trompe, mais je vois pas. Après, je peux le comprendre s'il y a des gens comme elle qui prennent les décisions, comme cette dame qui parle, de on va faire venir des étrangers massivement en France. Et j'arrive toujours pas à considérer qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça. Tu sais, c'est comme un méchant qui dirait ah, je suis le méchant, tu vois. Ça n'a pas de sens d'avoir un plan comme ça. C'est-à-dire, je peux entendre des politiques qui disent sur un plan économique, nous avons de l'intérêt. Sur un plan diversité, nous avons des quotas. Ça, je peux l'entendre qu'il y ait des calculs, même calculs mauvais, on pourrait parler sur le fond. Mais veut faire entrer en masse des immigrés qui détestent la France en France, ça n'a aucun sens dans ma tête. Peut-être je suis déconnecté de la réalité, hein, mais ça me...
Non, mais vous comprenez pas ce que je dis. Vous comprenez. Je sais parce qu'il y a Espèce Découverte qui me dit viens sur Paris, Babal. C'est pas ça que je te dis. Je suis allé à Paris. Je sais bien que il y a des endroits, c'est le tiers-monde. J'ai vu les marchés, comment on dit, les marchés sauvages sur Paris. J'ai vu, il y a des endroits, ils puent la pisse. J'ai vu quand tu as 50 noirs là qui ont leur marché, qui font leur poulet dans des caddies. Je l'ai vu. J'ai vu cette misère. J'en veux pas de cette misère. Je l'ai vu d'ailleurs que ce soit à Paris, mais je l'ai vu au Moyen-Orient aussi. Hein. J'ai vu au Moyen-Orient, les gens qui font des grilles sur des caddies sauvages, là, il n'y a aucune mesure d'hygiène. J'ai vu un mec égorger une vache dans la rue, tu vois, prendre son tuyau et, et arroser comme ça avec de l'eau dans les égouts. Et après, il prenait un morceau de la vache et il te le passe et tu le ramènes chez toi, tu vois. Genre, c'est une dinguerie. C'est pas que je connais pas cette réalité, je l'ai vue et c'est une réalité immonde et horrible. On ne mérite pas, quand on est civilisé, d'avoir un monde comme ça. Et des gens comme ça ne méritent pas un monde comme ça non plus. Ils méritent un monde plus civilisé. C'est ce que je pense sincèrement. Je suis allé dans les marchés au Maroc. Toi, tu me dis, tu n'as pas vu Paris. Mais tu n'as pas vu le Maroc. Le Maroc, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Tu as l'impression que c'est l'apocalypse. Il y a une bombe nucléaire. Et tu sais, les gars, ils sont dans des vieilles guenilles. Tu as des vieux de 80 ans. Toi, ton vieux de 80 ans, il a la retraite. Il va à la pêche. Il fait du sport et de l'aqua-yoga. Et tu as les vieux de 80 ans au Maroc qui sont là. Ils vendent des cacahuètes. Je ne sais même pas pourquoi ils vendent des cacahuètes. Ils ont mal au dos. Ils ont le diabète. Ils ont Alzheimer. C'est pas ça que je dis. Mais c'est pas parce qu'il y a cette réalité qu'il y a derrière, j'ose espérer, mais ça se trouve, il y a quelqu'un derrière qui se dit on va ramener cette merde en France tout le temps. Ça n'a aucun sens, tu vois. Peut-être parce qu'il y a des gens qui viennent et il y a des gens comme ça qui s'installent et qui font ça, ça je veux bien. Ou qu'il n'y a pas un filtre ou un tri à l'entrée, ça je veux bien. Mais qu'il y ait une volonté technique, stratégique de faire ça, vraiment mon cerveau il ne calcule pas ça. Mais après, je commence peut-être à le calquer parce que je me dis si les décisionnaires à ce niveau, à mon avis, c'est jamais un mec tout seul, ils sont une trentaine, quarantaine, cinquantaine dans l'administration. Mais ils sont comme cette dame. Oui, effectivement, c'est peut-être. Tu vois, s'ils ont ce ouais. Alors personnellement, je n'en peux plus de ces définitions comme ça à gauche. Vraiment, c'est une nouvelle mode. Hein. J'entends ça à chaque fois en ce moment. C'est insupportable. Arrêtez avec ces définitions négatives. On n'en peut plus. Je dis que la Nouvelle-France n'est pas un roman national en miroir de la France éternelle. Bon alors, mine de rien, c'est quand même assez précieux ce qu'on va entendre ici. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui exprime vraiment sans aucun filtre ce que les LFistes les plus intelligents auraient plutôt tendance à dissimuler. Elle est tellement portée par sa hargne, par sa haine, qu'on sent qu'il y a une jouissance quand elle balance tout ça. Donc elle peut pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elle. Elle jouit de ça, de balancer sa haine. Et ça se sent vraiment, il y a quelque chose de terriblement malsain et haineux chez cette nana. Mais le fait que ce soit une nana, ça joue beaucoup. Dans un sens, ça participe à adoucir la forme de son discours. Parce que les mêmes propos tenus par un gros barbu, ça aurait pas eu tout à fait la même saveur. Et ça aurait peut-être eu beaucoup plus de chances de faire scandale, au-delà des sphères de droite. Parce que ça aussi, le truc qui est vraiment incroyable là-dedans, c'est que certes, ces discours-là, ils font scandale, mais principalement dans la sphère très réduite de la droite Internet. Parce que les médias mainstream, ils vont plutôt planquer ça sous le tapis. Alors on entend de temps en temps quelques politiques dire qu'il faudrait mettre un signe égal entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Bon, toujours est-il qu'un discours pareil, s'il avait été tenu par le RN ou Reconquête, ça aurait fait à une des journaux. Rendez-vous compte que Jean-Marie Le Pen et son point de détail, on nous l'a rappelé pendant des décennies. Et pourtant, c'était quand même infiniment moins haineux. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai pas trop étudié le cas Jean-Marie Le Pen, hein, mais de ce que je sais de lui, il n'a pas dit grand-chose. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une ou deux phrases de lui que j'ai entendues pendant des années et des années où il a été diabolisé dessus. Mais en fait, moi, je vous le dis, ça m'a jamais choqué parce que moi, je viens de Syrie. En fait, la phrase de Jean-Marie Le Pen, même en tant que gosse, à 5-6 ans, quand on me disait Jean-Marie Le Pen, il a dit ça, ben, je ne le verbalisais pas, je n'arrivais même pas à le conscientiser ou à l'exprimer, mais je me disais, mais ça, je l'ai vu à la télé en Syrie tous les jours. Tu vois, moi, j'ai vu des présidents qui disent, ouais, les Noirs, il faut les éliminer. Moi, j'ai vu des présidents qui disent, il faut exterminer les Israéliens. Tu sais, je sais pas, c'est comme si tu me disais demain, Jean-Marie Le Pen a dit, il faut tuer tous les Belges, tu vois. Là, je me dirais, oui, ça vaut la peine de lui faire un procès pendant 10 ans, tu vois. Et qu'on le rappelle à ça pendant 10 ans. Jean-Marie Le Pen a dit, il faut tuer tous les Belges, c'est des êtres inférieurs. Tu vois, ça je pourrais le comprendre. Mais parce que c'est ça que j'entends en Syrie, moi. Il faut tuer tous les Juifs et tous les Israéliens, c'est des êtres inférieurs. C'est ce que j'ai entendu voilà, partout dans le Moyen-Orient. Mais ça, pendant 10 ans, j'en ai même pas entendu une seule fois. Tu sais, les Al Jazeera, là, tu prends Al Jazeera, tu traduis en français, mec, t'as l'impression d'écouter le Troisième Reich. Hein. Moins brutal et moins grave que tout ce qu'on va entendre ici. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a encore un privilège médiatique de l'extrême gauche qui est extrêmement fort et qui leur permet cette impunité quasi totale.
Maintenant, revenons un petit peu sur ce qu'elle disait par rapport à cette idée de la Nouvelle-France, qui serait pas juste un roman national de plus qui s'opposerait à la France éternelle. Alors, il faut quand même bien comprendre que cette notion de roman national, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place par la gauche de l'époque. Et c'est vraiment le propre de la gauche que de toute façon finir par nier absolument tout ce qu'elle a créé pour aller toujours beaucoup plus loin. Le progressisme est instable par nature. Mais globalement, donc, ce concept de roman national, il est assez connu, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est beaucoup moins le cas pour cette notion de France éternelle, justement, qui est donc Non, mais ce point, il est important. Jean-Marie Le Pen a dit des sacrées grosses conneries. Je te crois sur parole et je veux bien te croire. C'est vraiment pas quelque chose. C'est comme si tu me dis hier, il a plu. Je suis pas impressionné. Mais ce qui m'impressionne, c'est pas que Jean-Marie Le Pen ait dit grosses conneries. C'est que le pire qu'on ait en France, c'est Jean-Marie Le Pen. Genre et surtout que les gens qui critiquent Jean-Marie Le Pen comme un raciste, que ce soit des Français, franco-français de souche locaux, je veux bien. Mais quand c'est des immigrés comme moi, de Syrie, d'Arabie Saoudite, d'Afrique, d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, d'Égypte, pour eux, Jean-Marie Le Pen, c'est un bisounours, je suis désolé. Et ils le savent. Ils le savent. N'importe quel immigré, il a dans sa famille un gars qui se fait torturer à l'huile bouillante ou avec des crochets. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui l'a torturé, le gars. Et tu vois ce que je veux dire? C'est qu'un local français, il te dit Jean-Marie Le Pen, c'est un trou-duc, je veux bien. Et qu'un immigré, il te dit Jean-Marie Le Pen, c'est ce que j'ai vu de pire en termes de fascisme d'extrême droite. Tu vois, frérot, doucement, détendez-vous. et donc un terme qui est apparu au 19e siècle, parce que j'ai fait des recherches là-dessus pour une autre vidéo, et en fait, une de ses premières utilisations célèbres, ça viendrait de Victor Hugo en 1830 dans son poème Hymne. Bon, c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, en plus, le pire qu'on ait, en plus, c'est discutable. Il y en a, ils disent Rima Hassan, je veux bien, tu vois. Tu vois, c'est discutable, mais vraiment, il y en a aucun, même Rima Hassan, dans tout son ordurisme, ça va, tu vois. C'est une camée qui fait ça pour les 7 000 € par mois, c'est pas... Même si elle a un discours de haine et de l'apologie du terreau, tu vois, elle ne découpe pas des gens dans sa cave. Au contraire, les dirigeants algériens. Bah, tiens, quand j'étais à Genève, on m'a raconté l'histoire du fils de Kadhafi, où il torturait ses serviteurs philippins, ses esclaves, dans l'hôtel de luxe à Genève. Et du coup, l'hôtel l'a dénoncé à la police, et la police est venue l'arrêter. Et Kadhafi l'a très très mal vécu. Il a déclaré la guerre à la Suisse. Hein. Il a déclaré la guerre à la Suisse. Plus de pétrole, plus de voyages, plus de tourisme. Il a très très mal vécu que son fils se fasse arrêter pour torture sur être humain à Genève. Difficile de dire qui a employé ce terme-là en premier, mais c'est un concept qui a commencé à être beaucoup utilisé à partir du 19e siècle, notamment par Maurice Barrès ou Charles Maurras, et pas que. Et l'idée, c'était vraiment d'opposer deux récits, celui de la France monarchique construite par les rois et protégée par Dieu, et puis le récit révolutionnaire et républicain d'une nation souveraine qui porterait des valeurs universelles. Et à titre personnel, bon là on dépasse un petit peu le cadre de l'analyse, mais je pense que cet antichristianisme primaire dans lequel beaucoup d'entre nous ont évolué, et qui est d'ailleurs extrêmement présent à droite, ben c'est quelque chose qui empêche véritablement beaucoup de se reconnaître dans l'histoire de leur propre pays. Ce rejet brutal du christianisme, c'est ça qui a contribué le plus au déracinement généralisé. Et c'est aussi ce qui a laissé la porte grande ouverte à d'autres religions. Et ça c'est une des critiques que j'ai lui faire à Modin, c'est qu'il n'est pas lucide là-dessus, je pense. Le christianisme n'est pas l'histoire du pays. C'est un parasite du pays. Comprendre comment le christianisme s'est implémenté, comprendre comment le christianisme a donné une autorité à des individus, de l'argent, du sexe, du pouvoir, c'est très important, c'est essentiel. Mais l'histoire du pays, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas que le christianisme, ce n'est même pas majoritairement le christianisme. La preuve même, c'est que moi, je suis un immigré, je suis venu, on m'a enseigné l'histoire de la France, j'aime la France et j'aime l'histoire de la France et je m'ancre dans cette histoire sans avoir la moindre attache au christianisme. J'en ai même un rejet profond. Je suis un athée militant. C'est peut-être que les gens n'ont pas... Attendez, le son, il déconne. C'est peut-être que les gens n'ont pas d'attache à leur pays parce qu'ils n'ont pas d'attache à leur pays, ou peut-être parce qu'ils sont incompétents, ou peut-être parce qu'ils sont ignorants, mais... Genre là, c'est toujours là. Vous voyez, vous n'aimez pas Jésus, donc vous comprenez rien. Vous vous attachez pas au christianisme, donc vous comprenez rien. Ça, c'est juste la technique de survie de la secte qui a compris qu'on lui ferait aucune concession. Et donc, ils sont là. Ouais, mais vous voyez, sans nous, c'est la merde. Ah, vous voyez, c'est une technique de survie comme une autre, hein, c'est de bonne guerre. Mais je pense qu'il ne faut pas être dupe. Mais qui a aussi donné envie à énormément de gens en manque de spiritualité d'aller chercher tout ça à l'autre bout du monde plutôt que de s'intéresser à ce qu'il y a. Et ça, j'aime pas beaucoup cette histoire de spiritualité, c'est-à-dire que les gens ne sont pas en manque de spiritualité. Ils s'emmerdent. La spiritualité, c'est juste une recherche d'un hobby qui est acceptable. Tu te fais chier,
Tu as besoin de superstitions pour vivre. Par exemple, il y a des gens, ils lisent l'horoscope. Ça, c'est pas de la spiritualité, l'horoscope, c'est une superstition. Pourtant, il y a des gens, c'est leur croyance. Et ben, il y a d'autres gens, ils ont besoin et ils lisent l'horoscope parce qu'ils se font chier, parce qu'ils savent pas quand ils vont trouver l'amour, parce qu'ils savent pas quand ils vont gagner l'auto. Et ben, les croyances, c'est pareil. La spiritualité, c'est aussi un parasite de l'humanité. C'est artificiel. La majorité des êtres humains n'ont pas de la spiritualité. Ils ont de la curiosité. Quand on se pose la question d'où je viens, qui a créé l'univers, d'où vient l'univers, d'où vient la matière, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une équipe, comment ça s'est fait, c'est de la curiosité naturelle. Et là, encore une fois, les sectes vont se greffer sur cette curiosité pour la rebrander, la remarketer en spiritualité. Et une fois que tu as rebrandé la curiosité en spiritualité, tu vas en faire des superstitions. Et donc, les superstitions, qui sont une expression de l'ignorance et de la sacralisation de l'ignorance, vont remplacer la curiosité. Et c'est pour ça que les pays croyants sont les moins développés et sont des freins au progrès. Parce que la curiosité naturelle qui pousse le progrès de l'humanité est remplacée par la superstition, sous marketing, sous enrobage de spiritualité. Qu'il y avait chez eux. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus tragique là-dedans. C'est que moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi avoir des discours très virulents envers le christianisme, mais d'un autre côté, ils se sentent absolument incapables de critiquer l'islam. Et ce, principalement par peur, que ce soit des accusations d'islamophobie, de racisme, ou bien peur de représailles physiques. Et ça, c'est quand même la grande trahison. Avoir détruit la religion de son propre pays au nom du progrès, et ensuite être trop lâche pour s'en prendre à la religion qui voudrait prendre sa place. Une religion qui est... Ça, c'est assez marrant, parce que je suis sûr que si tu avais une IA qui faisait des statistiques, à mon avis, 95% de ma chaîne parle d'islam. Voilà. Et il y a un mec qui a quand même sorti. J'avais prédit qu'Ali Baba allait finir par taper sur le christianisme davantage que l'islam. Bingo. Bingo. Il a vu juste Shimpvins. Je suis un anti-chrétien d'extrême droite qui a gardé mes réflexes tribaux. Tribalo. Et bien pire sur absolument tout le pays au nom du progrès. Je n'ai pas écouté du coup. La grande trahison, avoir détruit la religion de son propre pays au nom du progrès, et ensuite être trop lâche. Mais c'est pas la religion de ton propre pays. Ton propre pays n'a pas besoin de religion. Au contraire, c'est bien de détruire la religion de son propre pays. Moi, je suis pour que les pays musulmans détruisent l'islam. Je suis pour. Ce serait un progrès. Mais en fait, vous êtes assis sur des lauriers. C'est-à-dire que vos ancêtres, ils ont vraiment fait un travail phénoménal, 10 fois plus que moi, pour détruire le christianisme en France. Ils ont réussi. Le résultat, c'est que la France, c'est un paradis sur Terre. Et vous êtes là à dire, ouais, ben non, les gars, au contraire, c'est un honneur d'avoir détruit le christianisme. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de détruire l'islam. Voilà, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Pour s'en prendre à la religion qui voudrait prendre sa place. Une religion qui est bien pire sur absolument tous les aspects. Cette dernière est une fable, pas un passé. Elle est le récit d'une communauté imaginaire définie par le sang qui n'a jamais existé, tandis que la Nouvelle-France part des réalités concrètes actuelles. Mais ce discours, il est ignominieux au possible. C'est pas souvent que je le sors, ce mot-là. C'est vraiment pour les grandes occasions. Ignominieux, voilà. Lui aussi, il lit un discours préparé. C'est vraiment incroyable parce qu'en plus, derrière, vous allez voir qu'elle aura le culot de dénoncer peut-être cette vidéo, peut-être l'ensemble des réactions que son discours aura provoquées. En fait, cette nana, elle voudrait pouvoir cracher à la tronche des gens sur leur pays, sur leur histoire, sur leur culture, sur ce qu'ils sont même au plus profond d'eux, sans subir en retour l'effet qu'aura provoqué son discours chez les gens. Et ça, je crois que c'est vraiment ce que je trouve le plus abominable chez elle. C'est ce pseudo-courage, en fait. Se montrer bien courageux lorsqu'il s'agit de cracher à la tronche des gens, et ensuite se rouler en boule en pleurant quand on a reçu des réponses. Mais enfin, rendez-vous compte que cette nana-là... Et ça, je suis très d'accord avec Modin. C'est-à-dire qu'elle vient avec l'intention de taper, mais elle veut pas se faire taper. Donc elle arrive, tu sais, elle te met des petites baffes comme ça, et après, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et là, tu lèves la main et fais « Ah, ouais, je me fais agresser !» Et tu sais, elle te les fait gratos. Elle te met même pas des baffes, tu sais. Elle te met la main comme ça devant le visage, elle fait comme ça. Ça t'énerve? Dis, regardez la... Attendez, je vous mets la caméra en grand, là, pour que vous ayez une idée. Tu vois, elle te fait ça, là. Elle te touche pas, mais... Mettez votre visage dans la caméra, là, pour avoir la sensation. C'est juste ça. Et après, toi, tu t'énerves. Vas-y, tu fais quoi, là? Tu me casses les couilles. Il fait hey, violence, violence, carton rouge. Là, elle est ingénieure spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle a été formée par la France. Et dans un sens, son discours il est d'autant plus dramatique pour la gauche elle-même qu'elle fait totalement s'effondrer. Attends, elle est c'est quoi cette blague? Elle est ingénieure spécialisée en intelligence artificielle. Eh bien, comme quoi, elle a été formée, mais mal informée. Non, je cherche un jeu de mots, mais ça marche pas. Le mythe dû, leur haine et leur rancœur est dû à leur statut socio-économique. Non, la France a offert à cette nana un statut socio-économique d'élite. C'est quelqu'un qui ne manque de rien. Et son temps libre, elle va le passer à militer contre la France, contre ce pays qui lui a tout donné. Il faut savoir notamment qu'elle dirige un espace consacré à la jeunesse et aux luttes antifascistes avec Louis Boyard. Et elle coanime apparemment un groupe thématique sur l'anti...
Non, mais ça, c'est vraiment. Je suis désolé, non, je suis pas désolé du tout. C'est vraiment de l'autofellation à un niveau stratosphérique. Ils animent l'atelier antifascisme. Putain, mais les gars, c'est les Jean Moulin de 2025, hein. Tu sais quoi? Moi, pareil, j'anime un atelier sur le maintien de l'ordre planétaire au niveau du système solaire. Et ouais. Oh là là, c'est malade. Non, mais mettez-vous une médaille là, les gars. Antiracisme, sur l'antiracisme. Cette personne est antiraciste. Alors, elle est antiraciste dans le sens où aujourd'hui, antiracisme, ça veut dire racisme anti-blanc. Parce que sinon, son discours est un pur discours de haine raciste. On ne peut pas. Non, non, ça veut pas dire ça, antiracisme. Antiracisme, ça veut dire ferme ta gueule quand je parle. Et je pense vraiment que c'est ça qu'ils pensent. Ils se disent pas en racisme envers les Arabes ou les Noirs ou les étrangers ou envers les Blancs. Vraiment, ils font pas cette distinction. Antiracisme, c'est vraiment pas lié au racisme. Antiracisme, c'est lié à si tu me contredis, t'es raciste. Vraiment, c'est ça. C'est un argument. C'est comme dans les pays arabes, kafir. Dans les pays arabes, tu dis à quelqu'un kafir, tu me contredis, t'es un kafir. Et donc, tu peux plus contredire une autorité religieuse. Parce qu'une fois qu'on te dit kafir, mécréant, bah, tu es cancel partout, c'est fini. Tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de vie. Tu vas en prison, tu payes une amende, on te coupe la tête parfois. On te lynche dans la rue. Et donc, antiracisme, c'est avoir ce bouclier. Celui qui s'oppose à l'antiracisme est nécessairement raciste. Tu vois, et c'est cette technique qu'ils utilisent. Mais ils s'en battent les couilles du racisme. Il n'y a pas plus raciste qu'eux. Hein. Il n'y a pas plus raciste qu'eux. Appeler ça autrement. Mais enfin, est-ce que vous vous imaginez aller tenir un discours comme ça dans un pays étranger, un pays qui vous aurait accueilli, et aller nier l'identité, la culture de ce peuple? Bon, déjà, c'est difficile à imaginer parce qu'on ne vous laisserait pas faire, en fait. Il n'y a qu'en France que ça existe, un truc pareil. Et d'ailleurs, ce discours de négation de l'identité française, bah, il existe effectivement qu'en France. C'est-à-dire que tous les pays du monde existent, tous les peuples existent et sont légitimes, sauf en France. Au-delà de ça, son discours, il est quand même assez confondant de bêtises. Parce que quand elle nous parle de communauté définie par le sang, c'est faux. C'est littéralement faux. Ça n'a absolument jamais été le cas. Que ce soit pour la France éternelle ou bien pour la France d'après la Révolution. La France est une nation. Elle se définit comme une nation. Donc il n'est pas question de se définir par le sang. Elle peut se définir par un ensemble de valeurs communes, mais aussi par un sentiment d'appartenance commun. Sentiment d'appartenance avec lequel l'AFI cherche à rompre. Mais enfin, surtout, certes, il n'y a pas de communauté définie par le sang, mais l'ensemble des peuples qui forment la nation française sur la terre de France, ce sont des peuples qui sont chez eux depuis. Pour l'instant, la définition est très très bien. Hein. C'est-à-dire que la notion de nation, moi j'y adhère totalement. Et c'est d'ailleurs sous cette définition que moi j'étais accueilli en France. Hein. Et que je suis accueilli aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, les gens les fans, les abonnés, les gens qui me rencontrent et qui me reconnaissent dans la rue, je suis reconnu 1 ou 2 fois par semaine dans la rue, ils sont vraiment d'un amour et d'un accueil. J'ai l'impression d'être rentré au bled. Hein. C'est-à-dire que très souvent on dit, oh là là, les Arabes, je suis allé en Syrie, qu'est-ce qu'ils sont accueillants, les Marocains, qu'est-ce qu'ils sont accueillants. Honnêtement, les Français, pour moi, sont tout aussi, voire parfois plus accueillants que les Arabes. Hein. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les gens ne sont pas accueillants parce qu'ils sont telle ou telle patrie. Ils sont accueillants parce qu'ils se sentent en sécurité avec toi et qu'ils prennent du plaisir à être avec toi. C'est ça la base. C'est pas juste une hypocrisie de on veut paraître accueillant. Non, il y a vraiment ce plaisir d'avoir ta compagnie et ça, vraiment, je l'ai ressenti, surtout depuis 3 ans que je fais ce travail et que vraiment, j'ai rencontré des centaines d'abonnés et ça me réchauffe le cœur. Donc, il y a cette notion de on t'accepte parce que tu partages nos valeurs et notre vision de la société commune. Merci pour le don, Noise. J'avais prévu que Babal allait taper sur Allah sous couvert de combattre l'islam, j'avais vu juste. Des siècles. Donc ce lien du sang, il existe aussi bel et bien. Il faut arrêter de le nier. Mais en gros, il y aurait cette idée donc de vouloir faire table rase de toute cette histoire pour se focaliser exclusivement sur la Nouvelle-France et donc sur ses réalités concrètes actuelles. C'est ça qu'elle dit. En gros, il faudrait réduire l'histoire d'un pays entier à quelques décennies et en fait réduire la France à ses banlieues. C'est absolument catastrophique. Plus encore, la France éternelle est projection dans un passé fantasmé, la Nouvelle-France est projection dans un avenir possible. Alors, est-ce qu'il y a une partie de fantasme dans l'idée de la France éternelle? Oui, bien sûr que oui. Parce qu'il y a une part de mythe, une partie donc de roman national, donc, et il n'y a aucun souci à séparer les deux, à séparer le mythe de l'histoire. Toujours est-il que les deux sont des éléments constitutifs de la culture et de l'identité du pays. Un pays, un peuple, se définissent aussi par leur mythe. Et ça, c'est amusant parce que c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien lorsqu'il s'agit de culture
extra-européenne. Là, dans ce cas-là, les mythes sont formidables, ils sont pleins d'enseignements, ils sont très riches, etc. Mais Ah oui, par exemple, les mythes islamiques, je suis désolé, mais maintenant, tous ceux qui ont lu Incroyable Islam, Incroyable Coran et qui écoutent mes lives, les mythes islamiques sont littéralement nuls à chier. Hein. Tiens, je me mets en grand pour le faire l'instant pub, mais les mythes islamiques, parce que là, il dit, oui, les mythes sont formidables et tout. Non, non. Genre, si tu lis la mythologie grecque, il y a un petit quelque chose, tu vois. Il y a une recherche de tragédie, de sentiments, de retournement de situation. Les mythes islamiques, ça a été écrit avec le fion. Je peux même pas dire que ça a été écrit par un gosse. Même un gosse, il a de l'imagination. Non, c'est vraiment de la merde. Et c'est pipi caca. Toutes les deux mythes, c'est pipi caca. Hein. Tous les deux mythes, c'est pipi caca. Genre Mohamed qui va dans l'espace sur un âne, et ben à mi-chemin, l'âne, il s'arrête pour faire caca. Mohamed qui va à Jérusalem pour prier avec les anciens prophètes des temps passés, et ben avant, il fait pipi. C'est pipi, caca, tout le temps. Adam, tiens, Adam. Allah, il crée Adam. C'est quoi la première chose qu'il fait? Il lui apprend à faire la différence entre le prout silencieux et le prout bruyant. Al-Faswa ou Al-Fusayya. Vraiment, c'est ça le mythe. Allah crée Adam. Le diable, pour montrer qu'Adam n'est qu'une statue de terre glaise, va lui rentrer dans l'anus et lui sortir par la bouche, en boucle comme ça. Et regarde, il est vide, je fais le tour. Allah va insuffler la vie dans Adam et va dire prout, ça se dit faswa, c'est quand c'est bruyant et que les gens ils entendent. Et prout, pas bruyant, c'est fosaya, et les gens ils n'entendent pas et c'est discret. Et Adam fait qu'est-ce que je fous là? Voilà, ça c'est dans les tafsirs des grands savants de l'islam tels que Tabari. Mais lorsqu'il s'agit des mythes français, là, il faut absolument les déconstruire, les débunker, les mettre au banc. Non, les mythes font aussi partie de la culture d'un pays. Maintenant, c'est quand même intéressant qu'elle oppose ce mythe de la France éternelle à ce mythe de la Nouvelle-France, et qu'elle n'en parle que comme une possibilité. Bon alors, quand on voit ce que ça donne pour l'instant, on a quand même du mal à imaginer un pays agréable et serein, et en réalité, on a du mal à imaginer un pays où même elle voudrait vivre. Je dirais que l'extrême droite lutte contre le nouveau pour conserver le chancelant. La Nouvelle-France est l'expression du nouveau pour briser les résistances qu'il rencontre dans son développement. Non, attendez, nous, on veut pas conserver le chancelant. On veut s'en débarrasser aussi, en fait. Mais c'est vous, le chancelant. C'est vous, le déséquilibre. C'est vous, l'instabilité. Pour le coup, oui, d'accord. Quand on tend vers le progrès, la modernité, on va fabriquer un idéal. C'est-à-dire rejeter le médiocre et garder l'utile. Rejeter le chancelant, dans ce cas, moi je dis le médiocre, mais le chancelant, c'est très bien. Et garder l'utile. Et donc pour eux, non, il y a des gens qui mettent un point d'honneur à conserver le chancelant. Mais encore une fois, elle ne va pas te dire c'est quoi le chancelant. Elle va juste dire, vous êtes des gens chancelants à extrême droite. Et si l'idée, c'est d'installer puissance 1000, ce qui se passe déjà aujourd'hui, mais même vous allez vivre l'enfer, en fait. À quel point est-ce qu'il faut être déconnecté des réalités pour pouvoir envisager que l'épreuve d'existence actuelle de ce qu'ils appellent la Nouvelle-France pourrait former un paradis terrestre? Ça va être un enfer dont tout le monde voudra s'enfuir. Et à chaque fois, moi, j'ai quand même cette pensée un petit peu malsaine qui est j'aimerais bien en fait qu'ils gagnent juste pour qu'ils constatent un petit peu l'étendue du désastre qu'ils sont en train de mettre en place. Pour avoir le... Alors, pour ce point, moi, je dois quand même donner mon analyse sociologique parce que je comprends les humains un peu mieux. Ils savent parfaitement, et ça, je mets ma main à couper parce que je sais comment ça fonctionne. Ils savent parfaitement le désastre qui viendra. Ils le savent parfaitement. Ils sont lucides. Ils ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas dupes. Ils savent parfaitement qu'ils pourrissent le pays. Le calcul qu'ils font, ces gens comme cette femme, c'est est-ce que ce sacrifice, cette perte, cette souffrance vaut le pognon et le luxe que je me ferais et que je ne pourrais pas me faire autrement? Vraiment. Est-ce que je pourrais, en mettant le pays à feu à sang, me payer jusqu'à la retraite une villa et arrêter de bosser? Est-ce qu'en plus, je pourrais baiser parce que je serais une célébrité? Est-ce qu'en plus, j'aurais des servants, des gens qui font mon linge, des gens qui cuisinent, des gens qui font le ménage, des gens même qui s'occupent de mes gosses parce que j'aurais pas le temps? Et c'est ça le calcul qu'ils font, et un calcul très lucide et très cynique. Pourquoi je le sais ça? Parce que c'est exactement que ça se passe comme ça dans toutes les théocraties musulmanes. Toutes. Ils sont tous comme ça. Je vais te donner un exemple. Le Maroc, les dictateurs... Non, je vais te donner la Corée du Nord. Le dictateur nord-coréen et sa famille étudient en Occident, dans le cas de Kim Jong-il, c'était en Suisse, se font soigner en Occident, dans les hôpitaux allemands, british, français, suisses, parce que leur calcul, c'est la Corée du Nord est un trou à merde, mais moi, j'ai des villas de luxe, je suis le seul du pays qui a Internet, je baise qui je veux, quand je veux, et j'ai tout le luxe dans un pays que je n'ai pas pourri. Et en fait, c'est pour ça que des pays comme l'Égypte, par exemple, n'attaquent jamais Israël. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller à Israël avoir du luxe qu'ils n'ont pas en Égypte parce qu'ils ont pourri l'Égypte.
Et l'Algérie, au final, n'attaquera jamais la France. Hein. Ils font juste cette guerre froide, mais c'est de la politique interne. Hein. C'est de la politique interne, c'est pas de la politique internationale. L'Algérie, quand elle tape sur la France, c'est pour parler aux Algériens, pour conserver leur luxe en Algérie, le pognon en Algérie, et aller vivre en Europe. Et en fait, les gens qui sont en train maintenant de LFI de détruire comme ça, qui viennent de l'immigration, ils font juste le même calcul. Si je détruis la France, je pourrais toujours vivre comme un pacha aux États-Unis, ou au Royaume-Uni, ou en Allemagne. Ils font simplement tout ce calcul en pensant aller dans un hôtel de luxe dans un autre pays. C'est juste ça. Le plaisir de lire dans leurs yeux le moment où ils réalisent leur stupidité et leur folie. Mais enfin, ne nous laissons pas aller à des pensées malsaines comme ça vaut pas le coup. Ne sous-estimons pas leur capacité à gagner, vu l'électorat qu'ils peuvent mobiliser, et qu'en plus de notre côté, on a quand même des gens qui encouragent à ne pas aller voter. Juste, mais pensez à l'état du pays, si ces gens arrivent un jour au pouvoir. Pour les plus habiles, la Nouvelle-France serait un concept identitaire et essentialisant. Oui, enfin, il n'y a pas besoin d'être particulièrement habile pour remarquer ça quand même. Mais tu as oublié haineux. C'est aussi un concept qui vient de la haine raciale la plus pure. Ils oublient qu'en décrétant que la Nouvelle-France était un déni de la France... Bon, attendez, je la coupe ici, je remettrai la phrase en entier, mais cette manière d'exagérer les R comme ça, comme si elle allait cracher des glaires sur son micro, mais c'est insupportable. Qu'en décrétant que la Nouvelle-France était un déni de la France, ils définissent du même geste la France comme une identité transhistorique, une culture immuable. En somme, ils l'essentialisent. Mais enfin, juste comme ça, on s'en fout. Si les Français veulent essentialiser la France, ils essentialisent et t'as rien à dire en fait. Les Français sont chez eux. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui habite dans un pays étranger qui vous dit ça. Si j'entendais un Français commencer à avoir ne serait-ce que 10% des propos qu'il y a là, je trouverais déjà ça absolument scandaleux. Les Français veulent essentialiser la France, eh bien qu'ils le fassent, qu'ils l'essentialisent. Ils sont chez eux. Et je dis même pas ça pour l'exclure, parce qu'elle-même ne se sent pas chez elle. Mais plutôt que de faire en sorte que la France devienne chez elle, elle voudrait en fait non seulement transformer, mais aussi effacer cette France dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Mais retourne vivre au Maroc, enfin. Comment est-ce qu'on peut s'épanouir comme ça en menant un combat politique qui ne cherche qu'à promouvoir la haine du pays dans lequel on vit? Ça me dépasse complètement. Va vivre au Maroc. Tu verras là-bas, tu vas découvrir ce que c'est le racisme, notamment envers les Noirs. Tu auras du travail si tu veux faire de l'antiracisme. Vas-y. C'est juste qu'elle cherche à capitaliser sur une terre brûlée, c'est juste ça. Tu vas découvrir ce que c'est pour de vrai, le racisme systémique. Parce qu'au Maroc, les Noirs, ils ne deviennent pas ingénieurs en intelligence artificielle. Car une culture qui ne change pas est une culture morte. Pour le coup, c'est un fion tout à fait pertinent. Moi, je vous le dis, le racisme anti-noir dans les pays à majorité musulmane est stratosphérique, vraiment. C'est-à-dire que les quartiers noirs, en général, on dit le quartier des abd, le quartier des esclaves, le quartier des serviteurs. On ne se mélange pas avec un noir, on ne se marie pas avec un noir. Les couples mixtes n'existent pas. Ben, va dire ça aux pays musulmans qui n'ont pas évolué depuis 600 ou 700 ans. Sois cohérente et va combattre l'islam. Pour les plus grossiers, la Nouvelle-France sonne comme le glas de la France, ou plus précisément de leur France, celle dont ils jouissent exclusivement, qui est leur seul titre de gloire, et où les droits se mesurent à la profondeur des racines familiales dans le sol hexagonal. Bon, ben en fait, je fais pas partie des plus fins, je fais partie des plus grossiers. Excusez-moi, je me suis trompé. Mais ce discours est une catastrophe absolue, c'est incroyable. Alors oui, en fait, la Nouvelle-France sonne le glas de la France, effectivement. Mais donc, s'il y a des gens pour qui leur seul titre de gloire, c'est d'être français, eh ben c'est une chose absolument magnifique. Et on se battra pour que ces gens conservent cette gloire. Et qui est-ce que tu es? Pour qui est-ce que tu te prends pour vouloir prendre? Alors, moi, j'irais plus loin, parce que tu sais, souvent même dans mon stand-up, je disais souvent à mon père qui me disait « Je suis fier d'être arabe ». Je lui disais « T'es fier de quoi? T'es juste sorti de ta mère ». Non, c'est pas être fier d'être français. C'est être fier d'incarner la France, d'incarner les valeurs de la France. C'est ça ton titre de gloire, c'est ça dont tu es fier. C'est de te revendiquer des droits de l'homme, c'est de te revendiquer liberté, égalité, fraternité, c'est de te revendiquer républicain, c'est de te revendiquer progressiste, moderne, aimant de ton prochain, tu vois. C'est le fait d'incarner la France et les valeurs de la France, c'est ce qu'elle représente, dont tu dois être fier. Être français, en soi, c'est un raccourci pour dire ça. Mais c'est comme être arabe, pour moi, ça me... T'as rien fait, mec, à part être le spermatozoïde le plus vivace. La seule gloire dont disposent ces gens. Mais qui a écrit ton discours, en fait? C'est une catastrophe. Ensuite, donc, son histoire des droits qui se mesureraient à l'arbre généalogique, c'est absolument faux. Ça n'existe absolument pas nulle part dans ce pays, malheureusement d'ailleurs. Dans la stupidité de son discours, elle est en train quand même de reconnaître une chose, c'est que ce peuple enraciné, que ce peuple de souche, que ce peuple de sang, ces gens qui sont français depuis des générations et des générations, ils existent vraiment. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que sa logique, en fin de compte, c'est une logique coloniale à 100%. Elle reproche à des gens qui sont enracinés chez eux, sur leur propre terre, de ne pas partager ces valeurs qu'elle est prête à imposer de force. C'est un... Et ça, c'est un point très important, c'est dans cette notion où elle écrase, elle détruit, elle opprime, elle détruit les rêves ou les fantasmes d'autrui. On sent dans son discours et dans son intonation une certaine jouissance, une certaine domination de l'autre. Ce plaisir de la destruction, on l'entend très bien, on le sent très bien. Et c'est ça qui me met tellement mal à l'aise, c'est
elle va vraiment fédérer dans sa haine, c'est dans sa jouissance du malheur d'autrui, quoi. Je comprends pas. Tu vois, je comprends qu'on peut jouir du mieux. Je comprends qu'on peut jouir d'une amélioration, d'un changement positif, d'un rapprochement des peuples, d'une société meilleure. Mais comment elle peut être aussi heureuse d'être en colère et de faire du mal, quoi? C'est ça que... En vrai, elle peut avoir le même discours et avoir le même résultat en étant sous un angle positif, un angle constructif. Mais pas du tout. C'est sur ce point que je rejoins vraiment Maudin. Moi, ça me fait honte, vraiment, ça me fait honte d'avoir des gens comme ça qui prétendent représenter une partie de la France, quoi. Pur discours colonial. Luc Ferry aurait pu pondre à peu près la même chose, en mieux écrit, et un petit peu moins haineux, mais à peu près la même chose. Ceux-là ont raison d'avoir peur et on leur reconnaît une certaine lucidité et clairvoyance. Ils ont raison d'avoir peur. Ça, c'est pas la première fois. Dans son précédent discours, il y avait déjà des éléments comme ça qui faisaient un petit peu menace, pour dire le moins. On est vraiment sur quelque chose de très belliqueux. On est sur un discours de conquête, quasiment militaire. Et le fait qu'un parti entier puisse laisser un tel discours être prononcé sans même se dire qu'il y a quelque chose qui déconne, c'est dire quand même le niveau d'impunité qu'ils ont atteint. Même si, encore une fois, je le répète, je suis pas pour la censure, bien au contraire. Ces discours-là sont extrêmement précieux. Montrez-les autour de vous. Ça, c'est la pensée LFI sans filtre. Leurs cris sont les soupirs de ceux qui voient leur hégémonie flétrir. Mais hégémonie de quoi? Vous savez, la plupart des gens dont elle parle, c'est en gros la France périphérique, hein, c'est les campagnards. C'est les gens qui sont privés de tout, qui ont la situation la plus précaire, la plus inconfortable, les gens qui sont le plus dépendants. Ouais, c'est ça, c'est très bien en plus, les mecs. Ils peuvent pas aller au collège ou au lycée sans prendre le bus ou la voiture, ils doivent apprendre à conduire à 16-17 ans parce qu'ils peuvent pas aller faire leurs études. Il y a personne à 10 km à la ronde. La météo, elle leur nique leur champ, ils se réveillent tôt le matin, ils se couchent tard le soir, genre... Tu sais, ils sont pas hégémoniques du tout, les mecs, ils veulent juste leur petit confort et qu'on leur casse pas les couilles parce qu'ils ont une vie difficile. Et ce qu'il faut rechercher pour ces gens, c'est une vie moins difficile, une vie où ils ont des technologies qui font qu'ils peuvent libérer du temps pour leur famille, qu'ils ont voilà, des tracteurs, des machins, une vie où tout est plus accessible, une vie où tout est plus simple, une vie où ils sont en sécurité, ils sont sereins. C'est ça qu'il faut chercher pour ces gens. Il ne faut pas chercher à les écraser comme si c'était des tyrans. À la voiture, à l'augmentation du prix de l'essence, qui ont le pire accès qui soit au marché de l'emploi, qui n'ont pas d'activité, parfois même de commerce autour d'eux. Ce sont des gens qui n'ont pas le privilège, qu'ont les habitants des banlieues, de disposer d'absolument tout, d'être chouchoutés à coups de milliards par l'État. C'est insupportable. Moi, je vous le dis, hein, jusqu'aux élections, je vais vous saouler avec ça, mais allez voter. Déjà, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait sur les listes, mais allez voter. Il faut à tout prix lutter contre ça. Ça fait pas de vous un esclave de l'homme-providence. Pour le coup, moi, j'ai une autre version. Et d'ailleurs, Soutien Apostasie, que j'apprécie beaucoup, hein, qui m'aide énormément et qui est abonné à la chaîne. Merci pour ton aide. Merci pour ton soutien. Elle m'a mis un commentaire qui m'a un peu agacé. Elle m'avait mis c'est ça le problème, c'est que quand tu t'exprimes, tu es taxé d'extrême droite, tu peux plus rien dire, hein. Non, c'est pas vrai. Et là, je vais répondre aux deux en même temps, à Maudin et à elle. C'est de bonne guerre. Si tu t'exprimes pas, le pays, que ce soit la France, que ce soit n'importe quel pays, appartient à ceux qui le prennent. C'est la règle de la réalité. Ceux qui s'approprient, prennent, obtiennent. Et ceux qui abandonnent, ceux qui fuient, ceux qui laissent faire, eh ben, ils se font balloter par la tempête. Si tu veux des résultats qui te ressemblent, prends en main. Si tu veux que quelqu'un d'autre, tu veux placer ta confiance en quelqu'un d'autre pour le faire, abandonne à cette personne ce que tu n'as pas peur de perdre. C'est normal, si tu ne fais rien, de ne rien obtenir. Vous savez, récemment, il y a un... Donc, allez voter si vous voulez vous approprier le pays. À minima, allez voter. C'est pas juste allez voter, c'est en plus, exprimez-vous. En plus, exprimez-vous. En plus, tenez tête. En plus, n'ayez pas peur des intimidations, des attaques au racisme ou quoi. Moi, j'en reçois 10 à la douzaine. Je les ignore tous. Vous vous rendez même pas compte, hein. J'ai dû recevoir, je sais pas, 100, 200 trucs. T'es islamophobe, on va te faire un procès, on va te dénoncer, on va te buter, on va trouver ton adresse. Je m'en bats les couilles et je suis toujours là. Il ne se passe rien. Il ne se passera jamais rien. C'est les règles du jeu. Il faut faire avec. Mais c'est vrai que la première que tu reçois, ça t'intimide un peu. Mais après, ça va. Après, ça va. C'est la règle du jeu. Donc voilà, appropriez-vous votre avenir. Donc très récemment, il y a un impostat qui m'a dit « Je ne comprends pas où tu trouves ta motivation. Tu es le seul qui n'arrête pas. » Et j'y réfléchissais avec le recul. C'est vrai qu'il y a une fois, il y a Jack le Fou. Et je vous vois, les gars, hein, dans le salon, Fabulous et Y. Je vous fais monter, hein, dès que le troisième il arrive, je finis juste cette vidéo, il reste 1 minute, et après, je fais monter tout le monde. Et
Et du coup, il me dit, pourquoi tu fais ça? Je comprends pas que tu as la force. Et je me souviens une fois, Jack le Fou, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, il est monté sur mon live pour me poser des questions. Qu'est-ce que tu as vécu? D'où tu viens? Je comprends pas quelqu'un comme toi, j'ai l'impression que tu es celui qui a vécu les pires choses dans l'islam. Et j'essaye de te comprendre, je trouve ça intéressant. Avec le recul, je comprends peut-être ce que Jack voulait dire. La question qu'il me posait, en fait, c'est à quel point tu as souffert de l'islam? Qu'est-ce que tu as payé de l'islam pour avoir à ce point la motivation, pour avoir à ce point la force, pour à ce point ne pas abandonner? Mais en fait, moi, c'est le contraire. C'est à quel point vous en avez rien à foutre pour abandonner ou rien faire, les gars. C'est moi qui suppose ce que Jack pensait. Vous voulez me dire. Est-ce qu'il faut vraiment que j'ai souffert à ce point de l'islam pour en avoir rien à foutre? J'ai souffert de l'islam. J'ai vraiment souffert beaucoup, beaucoup. Et c'est des histoires personnelles. Moi aussi, j'ai du mal à les raconter. C'est pas gratuit. C'est pas du bonheur. Mais c'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est que la terre entière m'appartient. Ce qui me motive, c'est le bien-être de tout le monde. Moi, je vous le dis, je sais que je suis exceptionnel, mais je ressens un dégoût. Comment vous dire? Je pars du principe, moi, je pense à 95% qu'Aïcha, elle n'existe pas. Aïcha n'existe pas. J'en suis quasi sûr. Et bien pourtant, quand je m'imagine Aïcha se faire babaliser par Mohammed il y a 1400 ans, je ressens un dégoût et une colère intense. Je ne sais pas comment vous le dire. Même si elle a existé, elle est morte. Elle est enterrée. Elle est réduite en poussière, mais même plus les os. Et ça se trouve, elle n'a même pas existé. Malgré ça, j'ai une colère intense au fond de moi. Quand je pense à ma grand-mère qui s'est faite V à 10 ans, et on va en reparler tout à l'heure avec les apostats qui arrivent là, mais je lui parle même plus à ma grand-mère. Ça fait 20 ans que je ne lui ai pas parlé. La dernière chose qu'elle m'a dit, c'est ta coupe de cheveux, elle est moche. Mais j'ai une colère, mais intense, infinie. Genre, ça me drive. Et puis aussi, le fait que j'ai l'impression d'être en train de façonner ce pays et cet avenir en mieux, ça aussi, ça me pousse. Genre, il y a plein de choses positives. Votre soutien aussi me pousse. Genre, quand je rencontre les abonnés, ça me coûte une fortune en plus. Mais parce que le train et l'hôtel, ça me coûte cher. Heureusement que vous me soutenez, mais en plus, vous rencontrez, ça me donne vraiment de la force. Je sens à quel point, et là, on va en parler avec les nouveaux arrivants, à quel point je vous ai servi à quelque chose, je vous ai fait du bien. Genre, quand tu fais 200, 300 témoignages d'apostats, et qu'à la fin, tu dis, j'ai plus la motivation. Mais putain, mais les gens qui viennent te dire merci, là, dans leur témoignage, tu as changé leur vie. Là, il n'y a pas plus tard que 3 mois, là, il y a le jeune de je ne sais plus quelle île, là, je crois, Mayotte ou Martinique, je ne sais plus, qui disait, franchement, j'allais me S, et vous, les apostats, vous m'avez sauvé la vie parce que j'ai compris que je n'étais pas fou et que je n'étais pas le seul à être apostat. Mais ça te motive, tu vois. Donc, l'avenir appartient à ceux qui le saisissent. Vous faites rien, vous obtiendrez rien. Ou de je ne sais quoi, ça fait de vous quelqu'un d'à peu près cohérent qui va utiliser tous les leviers à sa disposition pour agir concrètement et pas juste regarder des vidéos sur YouTube. Allez voter pour lutter contre ça. Nous devons faire voler en éclats l'illusion de la fatalité et dévoiler la conflictualité. Attendez, putain, combien de temps le micro était fermé? Bordel de merde. Oh putain, combien de temps le micro était fermé? C'était quoi la dernière phrase que j'ai dit? 3 secondes, bah, c'est bon là. 3 secondes. Moi, j'ai juste dit, voilà, appropriez-vous votre avenir, votre liberté, votre dignité et votre vie elle-même. Ça va au-delà d'aller voter. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que l'avenir vous appartienne. De la société, par l'instauration d'un clivage horizontal entre eux et nous. Alors ça, c'est un truc qui est assez amusant, c'est qu'elle a quand même tendance parfois à faire des phrases outrageusement et inutilement complexes, comme moi, des fois, c'est vrai. Donc des phrases du public auquel il s'adresse. Et c'est pas moi qui dis ça en mode mépris de classe ou je sais pas quoi. C'est que ça a fait partie du discours LFI, ça veut dire qu'ils voulaient que leur discours soit plus accessible aux gens à qui ils s'adressent. Là, clairement, quand elle fait des phrases comme ça, des gens applaudissent alors qu'ils n'ont pas compris la phrase. Mais enfin, ce qu'elle dit en substance, c'est qu'en fait, elle essaye de faire croire à un clivage qui ne serait pas horizontal, mais donc vertical. Donc en gros, les gens contre qui... Ces histoires de clivage horizontal et vertical, selon comment on va tourner, ça change tout. Là c'est les moments où je perds totalement, quand je comprends rien à rien, quand les gens utilisent des concepts qui n'ont aucun sens. J'ai l'impression de parler à Perceval. Elle se bat, ce ne serait pas des gens qui seraient au même niveau qu'eux, mais des gens qui seraient au-dessus. Donc il y a toujours cette logique de dominant-dominé. Alors il y a déjà cette idée de « ils sont plus forts, donc ils sont méchants », ce qui est déjà extrêmement contestable, d'autant plus que si leur but c'est de prendre le pouvoir, ils deviendront les dominants, forcément, et si on en suit leur logique, ils seront bien obligés de se saboter eux-mêmes alors. Mais enfin bon, surtout, cette espèce de mythe qu'ils essayent de raconter, en gros du racisé qui se battrait contre le petit blanc, bon, non seulement il est extrêmement dangereux, pas besoin de le réexpliquer,
Mais surtout, il est faux, encore une fois. Les habitants des banlieues sont infiniment plus privilégiés que les habitants des campagnes. Les plus délaissés par l'État français en France actuellement, ce ne sont pas des racisés, ce sont des blancs de campagne. Des blancs à qui elles voudraient tout enlever jusqu'au dernier honneur qui leur reste, à savoir être français. Voilà, je m'arrête là. J'ai beaucoup aimé cette vidéo de Modin Malin. Bien qu'il soit pas très lucide sur le fait que c'est Jack, mon grand inquisiteur, et que je suis le gourou et non pas l'inverse. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à l'écouter. De toute façon, il a beaucoup plus de visibilité que moi, hein, donc n'hésitez pas. J'apprécie son intelligence.